Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de la mini-série de la Guilde sur comment bien se préparer aux certifications STQB, toujours avec Aurélien Hay, qui propose une plateforme en ligne en mode fast, kick test, qui permet justement de bien se préparer aux certifications et pas que la Foundation ISTQB, c'est un spectre plus large, mais tu nous en parleras par la suite. Donc dans ce deuxième épisode, on va essayer de creuser un peu les erreurs courantes qu'on doit éviter pour bien se préparer pour passer à la certification, parce que c'est un peu spécifique l'ISTQB. Il y a un peu des pièges et il y a d'autres erreurs un peu plus globales où on pense que des fois, on connaît la QA et ça suffit. Non, c'est pas que ça. Il y a quand même tout un vocabulaire, toute une organisation à appréhender pour réussir à avoir 65% de bonnes réponses. C'est-à-dire à la fois, c'est pas beaucoup, mais beaucoup. Pour l'anecdote, l'année dernière, j'ai fait plusieurs examens blancs de Foundation, donc j'ai 20 ans d'expérience. J'ai réussi à avoir entre 50 et 60% sans préparation. Et là, je me suis dit, ouais, je l'ai fait rapidement, certes, mais pour vous dire que quand même, il y a une spécificité, il y a des pièges à voir, et il faut bien se préparer dessus. Et ça faisait un moment donné que je m'étais plus posé vraiment dans le vocabulaire. Et, euh, et donc voilà. Donc, personne, voilà. Les connaissances, ça demande à toujours se réactualiser, se réactiver pour. C'est comme un peu le code de la route. On prend des mauvaises habitudes, mais ça ne peut pas dire qu'on respecte le code de la route. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est une bonne chose. Donc Aurélien, peux-tu mettre en avant les erreurs classiques que toi tu vois? Est-ce que tu peux préconiser? Alors ouais, j'en vois quelques-unes, j'en vois même pas mal. À mon avis, euh, la première erreur dont il faut qu'on parle, c'est peut-être la pire, c'est quand on lit mal ou trop vite les quiz. Ça paraît bateau de le dire, mais c'est très important de prendre le temps de lire Ouais. euh, avec attention les quiz. Ensuite, et ça tu l'as déjà évoqué, c'est sous-estimer la difficulté de l'examen. Ne pas se préparer comme il faut, ne pas réviser comme il faut, ne pas regarder le lexique spécifique à l'ISTQB. Donc sous-estimer l'examen, ça c'est le meilleur moyen de se planter. La gestion du temps pendant l'examen, c'est important. Ne pas paniquer. Attends, je te propose juste un exemple sur lire trop vite. Moi, je sais que l'erreur que j'avais faite et que beaucoup font, et souvent ils le mettent sur la première réponse qui donne l'impression que c'est la bonne, c'est utiliser le mot défaillance à la place de défaut ou inversement. Et du Ouais. coup, ça donne l'impression que c'est correct. Donc, notre cerveau se dit que c'est celle-là la bonne, et du coup, on a tendance à moins être précis dans ce qu'on va regarder par la suite, alors que c'est la troisième ou la quatrième qui donne la bonne réponse. Et ça, c'est typique des pièges qu'on peut avoir et qu'il faut débunker pour être prêt et éviter de faire une erreur un peu bateau. Alors ton exemple, il est top. Il est top parce que il symbolise, enfin, il montre que lire trop vite sans faire attention, ça nous emmène à être dans une erreur. Mais il montre aussi que il y a un wording particulier, il y a un vocabulaire particulier à maîtriser. Erreur, défaut, défaillance, tout ça, c'est des concepts qui ont du sens pour l'ISTQB et l'un n'est pas remplaçable par l'autre. Donc, si on les confond, on risque de se planter. Ouais, je disais que le temps, la gestion du temps, c'est important et surtout, il faut y être préparé. Euh, j'ai, au cours des différents examens ISTQB que j'ai pu passer, ça m'est arrivé de paniquer juste par la présence du chronomètre. Alors, paniquer, ça m'est arrivé de sentir la pression monter juste
en voyant les minutes qui défilent. Il faut bien garder à l'esprit que on a le temps. On a le temps. Si on est préparé, il n'y a pas de raison qu'on soit à court de temps. Donc gérer son temps, très important. Et le dernier point que qu'on pourrait évoquer, c'est les faux amis. T'en as parlé avec erreur, défaut, défaillance. Moi, je pense aussi à la terminologie du plan de test. Clairement, si on n'a pas travaillé un minimum, dès qu'on va nous poser une question sur un plan de test, on va confondre avec un cahier de test et on va se planter. Oui, je suis tout à fait avec toi. C'est vraiment des trucs assez basiques. Et je sais que moi, après, j'ai mis plein d'exemples concrets pour essayer de le faire. À chaque sous-partie d'ISTQB, il y a aussi des pièges spécifiques, globalement, auxquels il faut, voilà, le, le Two or Three Bones. Et celui-là, il peut faire mal parce que il y en a un qui est par défaut. Si c'est pas précisé, faut le savoir. Sinon, on tombe rapidement dans le piège. Voilà, c'est vraiment des choses auxquelles qu'il faut se méfier. On peut, voilà, sans être préparé, clairement, ok, Ouais, ok, même en étant bon préparer le syllabus, je pense il faut faire des examens blancs. Et c'est le sujet de mon livre, mais c'est aussi le sujet que tu as mis sur KickTest. Je trouve que ta démarche est intéressante parce qu'il est adapté à ceux qui ont besoin de prendre un temps long pour pouvoir le faire avec des souscriptions d'abonnement longues ou de dire si tu as besoin que d'une journée parce que tu t'y mets à fond et demain tu passes l'examen blanc, tu peux le faire dessus. Donc ça c'est intéressant. Moi ce qui m'intéresse dans ton outil, c'est est-ce que tu vois des patterns d'erreurs? Est-ce que je sais pas si tu es en capacité d'analyser s'il y a vraiment beaucoup plus d'erreurs sur certains types de questions qui remontent de façon systémique ou alors, pas. sur KickTest, on n'a pas un accès direct aux entraînements des utilisateurs. Ouais. Je dis qu'on n'a pas un accès direct parce qu'on pourrait aller voir directement en base de données, mais on ne le fait pas pour tout un tas de raisons évidentes, problématiques de sécurité, de confidentialité aussi. Par contre, on est en capacité de voir statistiquement les chapitres qui posent problème Ouais. par certification. Donc, sur les certifications ISTQB, il va pas y avoir beaucoup de secrets. Le chapitre qui est le plus lacunaire pour les gens qui s'entraînent chez Geektest, c'est tout ce qui va concerner les techniques de test. Là, ça peut être des questions, des quiz très compliqués, avec beaucoup de pièges. Donc, c'est essentiellement là qu'on voit des problématiques et qu'on voit des difficultés euh, pour réussir. Ouais, je suis pas étonné, mais j'ai l'impression que ça, quand tu prends un profil d'expérience qui lui va pas prendre tout le temps de se préparer, il va être bon là-dessus, il va être moins bon sur le vocabulaire. Ça, je pense que ça dépend du persona et de son profil. Mais je suis pas étonné. Je pense que quand on est junior ou débutant, les techniques de test, ça peut être assez complexe. Des fois, il y a des questions avec un contexte te met sur une faute piste et en fait, ça peut vraiment t'embrouiller la tête aussi. Voilà. Bah, exactement. Le contexte, ça fait partie des pièges un peu typiques de l'ISTQB. Et il y en a plein. Voilà, la double négation avec le typique n'est pas correct. Le contexte qui va noyer avec des informations Ouais. plus ou moins utiles, plus ou moins inutiles. Euh, des quiz avec deux réponses à trouver. C'est ce que j'allais dire. En général, 95% des questions, t'as qu'une réponse. Mais il faut bien lire parce que des fois, ils disent sélectionner deux réponses. Et ça, voilà, c'est une faute d'inattention qui peut vite coûter un point ou deux. Et c'est dommage, quoi. Ou du temps, parce que du coup, tu te retrouves avec deux bonnes réponses que tu as identifiées comme étant des bonnes réponses, et tu Oui, te casses ta tête pendant 5 minutes à trouver où est le piège dans une de ces deux réponses, donc tu cherches un piège qui n'existe pas, et au bout de 5 minutes, tu te rends compte qu'en fait, il faut répondre deux réponses. c'est ça. C'est toujours les pièges. Mais voilà, après, il n'y a pas que des questions pièges, heureusement. Mais il faut les connaître pour pouvoir les débunker et y aller avec beaucoup plus de sérénité.
parce que surtout si vous le passez en candidat libre et que je crois que c'est 250 ou 300 euros l'examen, euh, Ouais. ça pique un peu de les remettre personnellement. Mais voilà, je pense que on peut que vous encourager à passer des formations avec un vrai formateur parce que c'est très intéressant. C'est vrai que la formation pour le grand public, pour 2 000 euros, clairement, ça va dépendre des organismes. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus. Tu vois, c'est ce qui est affiché en prix public. Ça peut un peu piquer et on est obligé de le passer par nos entreprises. Et qu'aujourd'hui, on peut plus le passer avec Le CPF. le CPF. Donc, c'est vrai que il y a quand même beaucoup de gens qui le passent en candidat libre aussi aujourd'hui. Mm. Je pense que c'est une grande partie de ton public, même si je pense qu'il y a des organismes avec qui tu dois être partenaire aussi qui l'utilisent dans le cadre de leur formation. Parce que moi, je dis aujourd'hui, tu es débutant, tu passes la certification, notamment la Foundation, qui regroupe l'agilité, et les pratiques de test. 3 jours est passé en fin de troisième journée d'examen. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il y a énormément de choses à avoir. Enfin, pour ceux qui ne savent pas, ils ont quand même regroupé la partie agilité qui durait 2 jours et la partie STQB qui durait 3 jours. Donc aujourd'hui, tout est toujours en 3 jours. Donc ça fait quand même quasiment 2 certifications en une et ça fait beaucoup, beaucoup de choses à voir en très peu de temps. Donc si on maîtrise ni Exactement. l'agilité, ni tous les concepts de test, ni le vocabulaire, 65% Exactement. de l'AQT, ça devient une note quand même qui est pas si facile à avoir. Moi, alors, je trouve qu'il y a énormément de plus-value à suivre une formation, ne serait-ce que par la vulgarisation des syllabus, euh, qui sont des documents importants avec beaucoup, beaucoup de concepts. Il y a, je crois, 80 pages sur Fondation. Comprendre le contenu de ces 80 pages sans avoir un expert qui vous le vulgarise, c'est plus compliqué. Après, voilà, comme tu dis, formation, 3 jours, passage de l'examen le quatrième jour. Alors, ça, c'est ce que j'ai pris l'habitude de faire moi. C'est ce qui fonctionne avec moi. Maintenant, je le donne ici, mais chacun fera comme il l'entend. Moi, j'aime bien avoir la formation, prendre une semaine ou deux pour retravailler, pour mieux comprendre, pour mieux m'entraîner et passer l'examen de certification après 2, 3 semaines. Alors moi, ça me permet d'itérer, ça me permet de progresser, ça me permet également de poser des questions a posteriori au formateur après la formation. Je trouve que c'est mieux de, que de la passer directement après, de passer directement que de passer directement la certification après. C'est Euh, ça, et c'est vrai que le risque, c'est toujours de se dire, je suis tombé dans le run de mon projet et je lève pas la tête et je prends pas le temps de passer l'assertif. Mais là, là, c'est Voilà. Alors ça demande une certaine discipline. une Ça, c'est certain. discipline où que les managers qui ont demandé à passer la formation s'assurent que les gens passent la certification. Je pense que c'est aussi le rôle des managers de s'assurer que que Exactement. les gens vont la passer. Après, je sais aussi que d'autres personnes préfèrent se dire, moi, je suis dans un tunnel pendant 4 jours. Je ne fais que ça. Je respire ISTQB, je mange ISTQB, je vis ISTQB et je fais tout on the flight. Ah ouais, non, mais t'as bien raison. Mais écoute, il faut, à un moment donné, il faut se donner les moyens pour réussir, mais ça, c'est ta façon de voir les choses. Peut-être que d'autres façons vont le voir, mais c'est intéressant de voir comment toi, tu les passes. Toi, ton but, c'est de passer les examens avant de les proposer aux autres. Comme ça, tu vois aussi les difficultés. Donc, Exactement. c'est quand même très intéressant. Exactement. Et puis également pour être capable de proposer des quiz qui sont le plus fidèles à Ouais, l'examen de certification, bah, il n'y a rien de mieux que de le passer, hein, tout simplement, pour se rendre compte de tout la à fait. difficulté, pour prendre la température, voir si on est sur une certification complexe ou au contraire une certification qu'on maîtrise plus ou moins bien parce qu'on a déjà des certifications derrière nous. Euh, voilà. Ok, bah écoute, c'est intéressant. On arrive à la fin de cet épisode. Merci Aurélien. Dans le troisième épisode, on va parler un peu des limites et
l'ISTQB aussi, les fondamentaux qu'il faut aussi maîtriser. Merci pour votre écoute et très vite dans le prochain épisode de cette mini-série. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.